Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est une nouvelle semaine de Palisa que nous démarrons en compagnie de Laetitia Kouki. Bonjour. Bonjour. Présidente de l'association ICEM et membre du CESEC également, du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Alors on va parler de vous, on arrivera jusqu'à vos fonctions d'aujourd'hui, mais on va partir de votre petite enfance. Laetitia, quand est-ce que vous êtes née ? Alors, je suis née le 2 août 1978. On va s'approcher un peu du micro. À quel endroit ? À Ajaccio. À Ajaccio. Donc 2 août 1978. Donc les premières années, les premiers mois, les premières années à Ajaccio. Ah oui, moi j'ai passé toute mon enfance à Ajaccio jusqu'au bac en fait, jusqu'à mes 18 ans, j'ai toujours vécu à Ajaccio. Plutôt dans quel quartier, dans quelle école ? Alors les écoles, d'abord je vivais en ville, sur le pont Napoléon, donc j'allais à l'école Sampiero. J'ai fait tout le primaire à Sampiero. Et ensuite, collège et lycée Fèche. Je suis une adepte du quartier. Fèche, du quartier, ouais. Quelle petite fille étiez-vous ? Déjà tambour battant ? Je crois pas, non, je me rappelle pas trop, mais non, j'ai toujours bien aimé travailler. En revanche, j'aimais bien l'école. En fait, plus que l'école, j'aimais apprendre. J'ai toujours aimé beaucoup apprendre. Pas forcément dans le système scolaire, pas forcément... Partout. Mais le système scolaire me déplaisait pas. Ce qui m'embêtait un peu, c'était la sanction de la note, les contrôles, tout ça. C'est la partie qui me plaisait pas trop, je pense, comme à tous les enfants. Mais apprendre quoi que ce soit, ça m'a toujours plu. L'école Saint-Pierre, donc il y a les premières amitiés qui se créent, les premières bêtises aussi peut-être ? Ouais. Non, alors je faisais pas trop de bêtises. J'étais pas... Une enfant sage. Ouais, je pense. Plutôt sage, plutôt... soucieuse de ne pas décevoir mes parents, de pas non plus décevoir les maîtres. Pas faire trop de bruit, pas trop se faire remarquer. Non, exactement, ouais. Est-ce que vous préfériez les maths, le français ? Non, alors les maths, non, absolument pas. Les maths et moi, nous n'avons jamais fait jamais au ménage. Non, c'était vraiment la matière que je n'ai jamais appréciée. Les matières scientifiques, en général, c'était pas mon truc. Plutôt le français, beaucoup les langues étrangères, très tôt. Je pense que ça, c'est familial, mais moi, j'avais des grands-parents qui étaient polyglottes. Ma mère est prof aussi d'espagnol. Donc, j'ai toujours eu des facilités pour les langues. Et sinon, plutôt tout ce qui est français, mais surtout aussi beaucoup sciences économiques, sciences politiques, ces choses-là. Ça viendra plus tard, ouais. À l'école, vous préfériez l'école ou la récréation ? Les deux. Moi, j'ai toujours bien aimé les deux. J'ai toujours bien aimé travailler et m'amuser. Vous étiez fille unique, non ? Un frère, je crois. J'ai deux frères, deux petits frères. Quelle grande sœur étiez-vous ? Alors ça, c'est eux qu'il faudrait demander, je ne sais pas du tout. En tout cas, dans une fratrie, lorsqu'on est 3 et qu'il y en a 2 du même sexe, je dirais, et qui en plus étaient plus petits que moi, ils avaient plus de jeux de garçons en commun. Et moi, j'étais un peu plus grande avec mes copines. Mais je ne sais pas, c'est eux qu'il faudrait poser la question. Même si vous étiez plus grande, il fallait se faire sa place aussi face à 2 garçons peut-être ? Non, franchement non, ça allait. Il n'y avait pas tellement besoin de faire sa place. Chacun avait la sienne assez naturellement. L'école Saint-Pierre, ensuite le collège et le lycée Fèche. Là aussi, vous gardez de bons souvenirs. Est-ce qu'il y a un enseignant, que ce soit au primaire ou ensuite, qui vous a, un ou plusieurs d'ailleurs, qui vous ont particulièrement marqué ? Ah non, il y en a plein. Alors, je pense notamment parce qu'on a échangé sur Facebook. Pas plus tard que ce dimanche, je suis passée devant le cours Grandval et il y avait un soleil magnifique sur la façade du lycée Fèche. Et donc, j'ai pris une photo que j'ai postée sur Instagram en mettant ça comme un souvenir. Et c'est Pierrot Doratz qui m'a répondu que ça lui semblait hier. Et donc, c'était pas tout à fait hier, c'était il y a quelques années déjà. Mais par exemple, lui fait partie des professeurs que j'ai adoré. J'ai adoré certainement l'histoire aussi. Voilà, c'était une de mes matières préférées. Pas tellement la géographie, mais l'histoire. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Et il y est certainement pour quelque chose. J'ai adoré ses cours. On parlait de ces années collège, de ces années lycée aussi, où là, vous vous déterminez quand même sur certaines matières. On parlait de l'histoire, des langues, beaucoup. Ouais. Moi, tout de suite, j'ai pris les options à l'époque. Je ne sais même pas si ça existe toujours, mais c'était anglais renforcé. J'aimais beaucoup les langues étrangères. Et ensuite, au collège, très tôt, une orientation vers les sciences économiques. Ça me plaisait beaucoup. Voilà, donc je me suis dirigée vers ce qu'on appelait à l'époque la filière ES. Je ne sais pas si ça existe toujours. Oui. À part avec la nouvelle réforme du bac, où là, forcément, mais... Donc voilà.
C'était plutôt ces matières-là qui me plaisaient. Qu'est-ce qui vous plaisait dans ces matières? Mais certainement, dans l'histoire, vraiment, voilà, oui, le goût du passé, hein, le goût de connaître le passé de la Corse, de la France, et puis même au niveau international. Vraiment, j'aime bien, mais y compris aujourd'hui, lorsque je voyage, toujours me renseigner sur l'histoire des endroits où je vais. Je sais pas, c'est un goût que j'ai développé comme ça avec le temps. Et les sciences économiques, parce que c'est quand même une matière centrale qui aide à comprendre beaucoup de choses de la société, beaucoup de choses des rapports de force entre les différents acteurs. Et puis ce sont les sciences économiques et sociales. Donc il y a aussi cet aspect-là qui m'intéresse. Et puis il y a quand même de grandes théories, de grands penseurs qui ont marqué les sciences économiques. Et puis après, ça peut aussi déborder sur les sciences politiques. Et voilà, c'est des matières voilà, qui m'ont toujours plu. On est au cœur de la société, en fait. Certainement, oui. Vous passez un bac ES et après? Ouais. Et après, alors, j'ambitionnais de faire Sciences Po. Et l'année de la terminale, ça a été une année assez compliquée pour moi, parce que c'est une année où, dans la famille, il y a eu de gros problèmes de santé. Du coup, bon, ça a été très difficile pour moi, donc j'ai pas du tout travaillé. En fait, j'ai rien foutu mon année de terminale. Et pour faire Sciences Po, à l'époque, j'étais assez bonne élève. Donc je visais la mention très bien pour rentrer à Sciences Po en évitant le concours. À l'époque, on pouvait être pris sur dossier. Les meilleurs dossiers étaient sélectionnés directement. Et en fait, comme j'ai raté cette année-là, j'ai eu mon bac de justesse, en fait, parce que j'avais beaucoup de points d'avance au bac français. Donc j'ai quand même eu mon bac, mais j'ai pas eu la mention très bien. Et du coup, mes parents m'avaient déjà trouvé un appartement à Aix. Enfin, tout était prévu pour que j'aille à Aix et j'ai pas pu rentrer à Sciences Po. Donc, j'ai été à la fac et du coup, j'ai fait des langues étrangères pendant 2 ans. La première année, j'ai réussi. Du coup, mes parents m'ont dit va au moins jusqu'au DUG pour pas avoir fait ça pour rien et au moins un diplôme. Mais dès la deuxième année, du coup, je me suis inscrite au concours. J'ai travaillé comme une folle tout un été et j'ai pu intégrer Sciences Po comme je le voulais au départ. Donc, la deuxième année, j'ai fait Sciences Po et en parallèle, ma dernière année de langue étrangère. Après, j'ai laissé tomber la fac de lettres et les langues et j'ai continué uniquement Sciences Po. Qu'est-ce que vous y avez appris là-bas? À Sciences Po, bah, tout et certainement beaucoup de choses qui me structurent aujourd'hui encore. Une quantité de connaissances astronomiques, mais ça, avec le temps, ça s'étiole un peu. Il y a des choses qu'on oublie, mais une méthode de travail, une capacité aussi à beaucoup travailler, à beaucoup structurer les choses, qui m'aide beaucoup aujourd'hui aussi dans mes activités professionnelles et même parfois pour le champ associatif aussi. Surtout, j'ai retenu une méthode de travail, une manière de travailler. Merci Laetitia, merci. On va vous retrouver demain juste pour reparler donc de Sciences Po. Vous terminez des études à Sciences Po en parallèle, donc ces études de lettres que finalement vous laissez tomber. Et puis après, vous décidez de rentrer en Corse? Pas tout de suite. D'abord, je décide de partir à l'étranger. En dernière partie d'émission, un départ pour l'étranger. Oui, alors déjà, à l'époque, je crois que maintenant c'est obligatoire. À l'époque, ça ne l'était pas. Sciences Po, c'était sur 3 ans, mais il y avait une année facultative à l'étranger. Donc moi, j'avais choisi de la faire. Donc j'avais passé 1 an en Angleterre, que je m'étais régalée. J'avais vraiment beaucoup aimé ça. Puis c'était certainement la meilleure manière de revenir complètement bilingue. Et du coup, j'ai développé quand même un goût pour vivre à l'extérieur. Et du coup, lorsque j'ai fini donc ces 4 années, donc les 3 plus l'année à l'étranger, je suis partie en Belgique pour faire un master spécialisé en sciences politiques européennes. Et donc, je suis partie là-bas pendant 1 an aussi. Et en parallèle de cette année d'études, je travaillais au Parlement européen, donc, à Bruxelles. Une sacrée valise en fait d'expérience au-delà des diplômes. Ouais. C'était effectivement une super expérience. Ouais. Ça vous a construit dans ensuite votre parcours professionnel ici en Corse? Oui, très certainement. Mais d'ailleurs, c'est ce qui m'a conduit en fait à revenir en Corse plutôt que je ne l'imaginais, parce qu'en fait, tout ce parcours à Sciences Po, moi, j'avais développé un goût pour les relations européennes et internationales. Donc, j'espérais travailler dans les institutions européennes, plus qu'internationales d'ailleurs. Je voulais vraiment intégrer le Parlement européen en tant que fonctionnaire européen.
Mais voilà, je suis arrivée à une période en fait où on préparait l'entrée des pays d'Europe centrale et orientale. Et en fait, la fonction publique européenne, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque, il y avait des quotas par nationalité. Et comme on prévoyait d'intégrer 7 pays, on avait gelé tous les recrutements des anciens pays, donc les Français, les Italiens, les Allemands, tout ça. Pendant quelques années, on ne pouvait plus être recrutés. Et du coup, on devait tenir à coup de stage le temps que les concours soient réouverts. Donc moi, j'avais la chance que mes parents m'aient dit on va se débrouiller pour financer, continue, tiens là-bas. Mais sauf qu'on était des centaines à chercher des stages. Donc moi, un jour, j'ai envoyé un courrier à la collectivité. À l'époque, c'était Jean Badjon qui était président de la collectivité, pour avoir une lettre de recommandation, pour avoir un stage non rémunéré auprès du commissaire européen français qui était Barnier à l'époque, qui s'occupait de la politique régionale européenne. Donc bon, j'ai eu ma lettre de recommandation, mais j'ai pas eu le stage, bien sûr, parce qu'on était tellement nombreux à le vouloir. Mais du coup, mon CV a traîné, je ne sais pas, comme ça, sur les bureaux à la collectivité. Et un jour, on m'a appelé pour me proposer de rentrer en Corse et de travailler à la collectivité de Corse. Et là, du coup, moi, j'étais pas tellement prête à rentrer si tôt, parce que j'avais vraiment construit tout mon parcours universitaire pour travailler ailleurs. Mais au fond de moi, j'avais quand même l'idée de rentrer vivre en Corse et d'un jour, si je devais fonder une famille, si je devais élever des enfants, plus j'avais vécu à l'extérieur, plus j'étais certaine de ne pouvoir les élever nulle part ailleurs qu'en Corse. Plus je suis partie, plus j'ai réalisé à quel point notre cadre de vie était privilégié et incomparable et à quel point j'ai eu de la chance d'avoir l'enfance que j'ai eue. Et donc je savais qu'un jour je voudrais élever des enfants en Corse. Et du coup, je me suis laissée convaincre par mes parents et notamment par mon père, qui m'a dit, puisque tu sais qu'un jour tu voudras revenir ici, il n'y aura peut-être pas d'opportunités qui se présenteront. Il faut savoir saisir les trains lorsqu'ils passent au bon moment. Et je l'ai écouté et je suis rentrée. Pas déçue? Pas du tout déçue, non. Vous avez ensuite poursuivi avec... Oui, du coup, j'ai intégré la collectivité de Corse, c'était en 2003. Et puis voilà, donc là, j'y suis encore, ça fait donc 16 ans et j'ai occupé différents postes dans différents secteurs. Donc pas déçue parce que en effet, c'est très valorisant de pouvoir... Il y avait tout à faire? Oui, il y avait tout à faire. Et puis je partais de zéro, puis j'étais très jeune, donc c'était très enrichissant. Et puis travailler pour son île, c'est en soi très, très valorisant aussi. Et puis finalement, j'ai vraiment fondé une famille et j'ai vraiment eu une enfant. Et je suis vraiment très heureuse de l'élever en Corse. Voilà justement cette petite fille qui aujourd'hui qui a 12 ans. Qui a 12 ans aujourd'hui, donc elle est qui est elle-même au collège Fesch, du coup. Donc du coup, on perpétue la tradition. Oui. Il ne pouvait pas en être autrement. Mais il ne pouvait pas en être autrement. Si, il aurait pu en être autrement, bien sûr. Et il se trouve que j'ai choisi d'habiter en centre-ville et que du coup, c'est l'établissement le plus proche. Mais j'avoue que je suis contente. Ça fait un petit pincement au cœur, un petit retour en arrière aussi. Ouais, ça fait un petit... Oui, lorsqu'on entre pour la première fois dans la cour de 6e pour accompagner son enfant et qu'on se retrouve en fait avec des gens avec qui nous étions à l'époque en 6e qui accompagnent le leur, ça fait drôle. Et puis surtout, la cour qu'on trouvait immense à l'époque, eh bien, en fait, est toute petite. Mais la vue est toujours aussi belle. Et justement, lorsqu'on a vécu ailleurs, on sait quelle est la chance d'un enfant de pouvoir étudier dans un collège qui est face à la mer, dans un bâtiment magnifique, dans un lieu privilégié. Et ça aussi, c'est important. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous, justement, ce collège, ce lycée? Et qu'est-ce que vous voulez transmettre à votre fille aujourd'hui à travers tout ça? Mais d'abord, pour moi, l'apprentissage, la scolarité sont des choses importantes. Moi, j'essaye de lui expliquer que plus on a de bagages dans la vie, plus on est armé. Alors que malgré tout, ça ne garantit pas de pouvoir faire ce à quoi on aspire. Et que malgré tout, il y a des gens qui sont diplômés, qui sont au chômage. Mais que je pense que c'est très important d'avoir un bagage. Ça permet d'avoir un peu plus le choix que si on n'en a pas. Voilà. Mais je l'encourage surtout à aller vers ce qu'elle aime et pas forcément à faire des études longues si elle n'en a pas envie. J'essaye de la laisser trouver sa voie. Donc on vous retrouve également dans les locaux de la collectivité de Corse, à l'agence de l'urbanisme. Cet engagement associatif, on l'a entendu à plusieurs reprises, il est parti d'une expérience personnelle aussi, mais vous saviez quand justement vous avez fait vos études, quand vous êtes parti à l'étranger, que l'engagement associatif, ça pouvait être quelque chose de très important. Alors oui, je savais que c'était important. Puis moi, j'ai une maman qui est très engagée dans le milieu associatif, puisque ça fait plus de 20 ans qu'elle organise tous les ans le cinéma espagnol et latino-américain à Ajaccio. Donc c'est dans le domaine culturel. Mais je sais ce que c'est le militantisme associatif, je sais ce que c'est le bénévolat, je sais ce que c'est depuis très longtemps passer des nuits entières à travailler pour
pour une association, mais pour autant, enfant ou plus jeune, même jeune adulte, je n'imaginais pas forcément m'engager dans le champ associatif. C'est vraiment les accidents de la vie, les douleurs de la vie qui m'ont conduite à essayer d'agir pour que toutes les difficultés liées aux déplacements médicaux ne restent pas une fatalité. C'était vraiment accidentel. Et là, tout sert, les contacts à Sciences Po, l'organisation du travail dont vous nous avez parlé, les réseaux. Oui, évidemment, je pense qu'on se construit au fil des ans. D'abord, moi, je me suis construite justement enfant et adolescente sur des choses assez compliquées à vivre, sur des douleurs. Donc forcément, j'imagine que lorsqu'on vit la maladie et la mort plus jeune, ça a un impact différent que lorsqu'on la découvre à l'âge adulte. Moi, je me suis construite avec ça. Et ça a mûri en moi, certainement, au fil du temps. Et puis oui, à ce moment-là, on essaye d'utiliser toutes les cartes qu'on a en sa possession. Et c'est vrai que lorsqu'il faut rédiger des choses ou lorsqu'il faut... j'ai des réflexes qui reviennent. Et évidemment que les contacts qu'on peut nouer dans la sphère professionnelle, on les met à profit avec ces autres casquettes. Et je le fais d'autant plus facilement que ça n'est pas pour en tirer un quelconque bénéfice financier. C'est au service de l'intérêt général. Donc, bien sûr que tout entre en ligne de compte. Quand vous étiez enfant, justement, ces accidents de la vie dont vous parlez, être en face de la maladie, est-ce que l'injustice de l'insularité, vous l'avez vécue ? Ah oui, bien sûr. Mais d'abord, l'injustice de la maladie, c'est très dur à admettre lorsqu'on est enfant. Enfin, moi, il m'a fallu beaucoup de temps et puis beaucoup de travail pour admettre un certain nombre de choses sur la maladie, sur la mort. Et le reste, en effet, très vite, moi, lorsque je devais partir sur le continent, je voyais bien qu'on était plus fatigués que les autres parce que nous, il a fallu se lever plus tôt. Je voyais bien que les autres étaient entourés, que nous, on était seuls parce que les accompagnateurs n'étaient pas pris en charge. Je voyais bien que parfois, il y avait des grèves et que du coup, on devait annuler un rendez-vous. Je voyais bien que ça coûtait très cher, qu'il fallait payer des hébergements. Je voyais bien qu'on avait sur les épaules un poids supplémentaire qui venait s'ajouter à la maladie et que ça n'était pas normal. C'est surtout ça. Je trouvais ça complètement injuste et anormal. Aujourd'hui, l'association INSEM a 10 ans. Enfin, elle a fêté ses 10 ans en 2019. Oui. Vous vous dites que finalement, il fallait la créer, cette association. Oui, bien sûr. Oui, je me dis qu'il fallait la créer, que peut-être que aussi la vie nous réserve un certain nombre de choses peut-être pour qu'on s'engage, pour qu'on se révèle dans quelque chose auquel on n'avait pas pensé au départ. Je me dis que toutes ces choses négatives... lorsqu'on arrive à les surmonter, c'est pas toujours facile, mais lorsqu'on arrive à trouver la force de les surmonter, eh bien, ma foi, elles sont peut-être là pour qu'on fasse, à notre petit niveau, avancer un petit peu le schmilblick. Et du coup, c'est ce que j'essaie de faire. Très belle tombola de Noël aussi de l'association INSEM. Et encore, on a subi les intempéries, on a perdu les 2 jours qu'on avait prévus au marché de Noël d'Ajaccio. À Bastia-Bonifacio aussi, on a perdu des jours. Et malgré tout, on a atteint 18 500 €, donc c'est exceptionnel. On est vraiment très reconnaissant à tous les Corses qui ont participé à cette tombola. On va le redire, à quoi va servir cet argent ? Mais écoutez, 18 500 €, ça fait à peu près 123 familles qui pourront être aidées. Nous, le don moyen, il est autour de 150 €. Et ça sert exclusivement à payer soit des nuits d'hébergement sur le continent, soit des billets de transport qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. 100% de la somme sert uniquement à ça. Merci beaucoup. Merci Laetitia Cookie d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. On vous retrouvera avec l'association INSEM ou du côté du CESEC. Oui. Quels sont les projets d'INSEM pour 2020 ? Alors pour 2020, d'abord, on va déjà essayer de continuer tout le travail qu'on fait. On va certainement sortir au printemps, je pense, un livre qui reviendra sur les 10 ans de l'association. Là aussi, c'est une manière pour nous de laisser une trace, de dresser un premier bilan, mais aussi de faire entrer des sous dans les caisses. Et toujours de très nombreuses manifestations partout en Corse pour récolter des fonds. Et puis, bien sûr, on va continuer le combat institutionnel. Nous sommes toujours dans l'attente du décret qui a été annoncé par la ministre de la Santé pour officialiser, sécuriser la prise en charge du second accompagnateur, même si ça a commencé déjà depuis cet été de manière transitoire au sein des caisses d'assurance maladie. Et puis, il y a encore beaucoup de choses. On espère aussi faire bouger les lignes au niveau national pour une meilleure prise en charge, notamment des frais d'hébergement, puisqu'aujourd'hui, rien n'est pris en charge par l'assurance maladie à ce niveau-là. Merci Laetitia Cookie. À bientôt. À bientôt.